Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Jail de Hack the Box. Il s'agit d'une machine particulièrement difficile à résoudre, qui nécessite des notions de cryptographie, d'analyse de code et de contournement d'environnements confinés. Comme d'habitude, nous allons commencer notre analyse avec un scan de port. Cependant, la machine étant d'un niveau de difficulté élevé, nous allons faire en sorte de scanner l'intégralité des ports de celle-ci à l'aide de l'option "-p". Au-delà des classiques ports 22 et 80, nous retrouvons les ports NFS 2049 et 20048, ainsi que le service Port Mapper sur le 111. Nous avons également le port 7411 qui ne m'est pas familier. Nous allons donc réexécuter notre commande nmap en modifiant celle-ci afin de faire un scan à l'aide des scripts NFS. Pour ce faire, nous allons modifier nos options et sélectionner "-sc" "-script égale NFS étoile". Ici, le résultat est plutôt intéressant puisqu'il nous montre deux volumes auxquels il est possible d'accéder, /opt et /var/nfsshare. Cependant, nous y reviendrons plus tard. Dans un premier temps, nous allons ouvrir un nouveau navigateur et tenter de voir si le service HTTP héberge un site web contenant des informations pertinentes. À la vue du site web, rien de qualitatif ici. Cependant, nous pouvons retourner sur notre terminal et tenter une énumération à l'aide de GoBuster. Dans le cas présent, nous allons spécifier deux paramètres, -u pour l'URL et -w pour le dictionnaire à utiliser. Après plusieurs minutes d'analyse, on peut constater un premier résultat, nommé Jail User. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et tenter d'accéder à ce répertoire. Celui-ci contient le répertoire dev, nous allons donc cliquer dessus. Ici, nous avons plusieurs fichiers, notamment un jail.c. Nous allons donc cliquer sur ce fichier, puis copier l'URL et le télécharger sur notre disque. Pour ce faire, nous allons faire usage de la commande wget suivie de l'URL. Une fois le fichier en notre possession, nous allons pouvoir commencer à analyser celui-ci. Celui-ci contient le code source du binaire découvert ainsi que des identifiants en clair. En analysant celui-ci, on peut notamment constater que le port non identifié précédemment est associé à celui-ci, le fameux port 7411. Malheureusement, inutile d'utiliser ces identifiants, la solution réside dans l'exploitation d'une corruption mémoire. Celle-ci est relativement simple à identifier et se trouve dans la fonction auth. En effet, on peut voir la variable userpass de 16 octets, qui, un peu plus loin, est suivi d'un appel à strcpy qui va venir copier password dans celle-ci. Malheureusement, password fait 256 octets. Vous imaginez la suite, inutile de l'expliquer. Afin de gagner du temps, j'ai déjà écrit une rapide preuve de concept tirant parti de cette vulnérabilité. Il est à noter que j'ai utilisé le shellcode suivant pour exploiter celle-ci. Dans la preuve de concept, rien de complexe. La corruption mémoire se trouvant dans le champ password, il fallait simplement découvrir la quantité de données nécessaires à l'écrasement de l'adresse de retour, ici 28 caractères. Par la suite, nous avons ajouté notre shellcode afin d'obtenir un accès sur la machine. Une fois notre preuve de concept sauvegardée, nous allons pouvoir l'exécuter à l'aide de la commande python exploit.py. Une fois notre échelle obtenue, nous pouvons constater à l'aide de la commande id que nous sommes identifiés en tant que nobody et que celle-ci semble anormale. Pas de stress ici, nous sommes simplement dans ce que l'on appelle un contexte de sécurité. Bienvenue chez SE Linux. Je vais passer les détails, mais SE Linux repose sur l'usage de ce que l'on appelle des labels assignés à des objets, comme des fichiers ou des processus, qui permettent d'autoriser ou de refuser l'accès à une ressource. Bref, on n'est pas rendu. Cependant, dans le cas présent, nous allons pouvoir tirer parti des partages NFS identifiés précédemment. Si l'on ouvre le fichier /etc/export qui contient les systèmes de fichiers accessibles par des clients NFS, on peut voir l'option No All Squash. À haut niveau, cette option permet de mapper les UID et GID des utilisateurs.
Par exemple, si vous avez un utilisateur nommé Joe disposant du UID 1000 sur votre système local, lors de la connexion à un serveur NFS distant disposant de fichiers créés avec le UID 1000, vous verrez votre nom apparaître en listant les fichiers. Il est à noter que le UID 1000 sous Linux représente généralement le premier utilisateur non root. Dans le cas présent, il s'agit de Frank. Dans un nouvel onglet, nous allons maintenant observer ces partages NFS d'un point de vue externe. Ici, nous allons exécuter la commande showmount-e suivie de l'adresse IP de la machine. On peut constater deux partages, mais ici nous allons monter le partage /var/nfsshare. Après avoir créé un répertoire, nous allons exécuter la commande sudo mount-t suivie du type de système de fichier à monter, ici NFS. Puis nous allons ajouter l'adresse IP et le nom du partage distant et terminer avec le répertoire local que l'on vient de créer. Une fois le système de fichiers monté, on peut constater que notre utilisateur local, AX, dispose de privilèges sur celui-ci, ce qui semble peu probable. Cependant, comme expliqué précédemment, ce qu'il se passe ici est que notre utilisateur dispose du UID 1000 sur notre système local. Automatiquement, la conversion est faite et nous avons ce type d'affichage. Vous vous demandez certainement où nous allons avec toutes ces informations. Eh bien, c'est presque simple. Ceci va nous permettre de contourner les restrictions de SE Linux. Pour le moment, nous sommes l'utilisateur Nobody dans notre shell distant. Cependant, si l'on écrit du code sur le partage, les droits associés à notre utilisateur local vont se reporter sur le système distant et vont donc nous permettre d'obtenir un accès en tant que Frank. Ce petit morceau de code appelant la fonction setResUID va nous permettre d'exécuter bash avec les privilèges de Frank. En effet, en spécifiant la valeur 1000 aux paramètres de la fonction, nous allons pouvoir redéfinir notre UID à 1000 au lieu de 99. Une fois notre code sauvegardé, nous allons le compiler à l'aide de GCC. Ici, il est à noter que j'utilise le paramètre -statique afin d'embarquer les librairies dans l'exécutable. En effet, sans cela, il est possible que l'exécutable génère des erreurs d'incompatibilité dues à des différences entre les librairies du système local et distant. Une fois compilé, nous allons pouvoir copier notre exécutable sur le partage distant. Enfin, on n'oublie pas de modifier les permissions de celui-ci afin que l'utilisateur Nobody puisse l'exécuter. En retournant sur notre shell distant, on peut constater que le fichier dispose bien des privilèges de Frank et que nous pouvons l'exécuter en tant que Nobody. En exécutant le fichier shell en tant que Nobody, nous devrions obtenir le UID de Frank. Une fois les privilèges de Frank obtenus, nous devrions être en mesure de lire le flag utilisateur disponible dans /home/frank/user.txt. Après ce long périple pour le flag utilisateur, il nous reste à gravir les échelons menant au flag root. Cependant, avant cela, nous allons commencer par upgrader notre shell avec un accès SSH. Ici, rien de plus simple, nous allons générer une paire de clés sur notre machine locale. Une fois l'opération effectuée, nous allons venir copier notre clé publique et l'ajouter au fichier Authorized Keys de la machine distante. Une fois cette opération effectuée, nous devrions pouvoir nous connecter sur la machine distante en tant que Frank avec notre clé privée. En ce qui concerne l'escalade de privilèges, il est possible de constater via la commande sudo-l que nous pouvons obtenir les privilèges ADM via la commande rvim. En effet, une rapide recherche sur Internet révèle que celle-ci permet d'exécuter du code Python. Nous allons donc retourner sur notre terminal et tenter d'obtenir un shell en tant que ADM à l'aide de rvim. Pour ce faire, nous allons exécuter la commande suivante. Une fois rvim ouvert, nous allons insérer le caractère 2 points suivi du script Python suivant. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell en tant que ADM. À l'intérieur du répertoire Home de ADM, on peut constater la présence du répertoire Keys. Celui-ci contient deux fichiers, l'archive keys.rar ainsi que le fichier note.txt.
Ce dernier nous indique une politique de mot de passe appliquée sur les informations chiffrées, c'est-à-dire le nom suivi par 4 chiffres suivis d'un symbole. Dans le cas présent, nous pouvons assumer que keys.rar est chiffré, mais nous allons tout de même vérifier. En effet. La prochaine étape ici est de récupérer l'archive sur notre machine locale et de tenter de casser le mot de passe à l'aide d'un dictionnaire personnalisé. Pour ce faire, nous allons simplement copier l'archive dans le répertoire temp, puis lui appliquer tous les droits. Enfin, nous allons retourner sur notre terminal et exécuter la commande scp à l'aide du compte de Frank. Une fois l'archive sur notre machine, nous allons pouvoir extraire le hash du mot de passe à l'aide de la commande rar to John. Par la suite, nous allons pouvoir écrire un petit morceau de code Python permettant de générer une liste de mots de passe basée sur des noms relativement communs, suivis de 4 chiffres, suivis d'un caractère spécial. Dans le cas présent, nous allons assumer que les 4 chiffres correspondent à une année. Ici, rien de bien complexe, on se base sur une liste connue contenue dans SecLists. Par la suite, nous faisons simplement l'énumération de cette liste pour y ajouter des années entre 1960 à 2000, puis y ajouter un caractère spécial. Les informations sont par la suite stockées dans le fichier passwords.txt. Une fois notre script exécuté, nous devrions obtenir une liste de mots de passe potentiels pouvant nous permettre de déchiffrer notre archive. Nous allons donc exécuter la commande John et spécifier le hash ainsi que notre liste personnalisée. Il est à noter que dépendamment de la puissance de votre machine, John pourrait prendre beaucoup de temps à parcourir la liste. Une fois le mot de passe obtenu, nous allons pouvoir déchiffrer l'archive et découvrir ce qui s'apparente à la clé publique de l'utilisateur root. Heureusement pour nous, celle-ci est relativement courte, ce qui va nous permettre de faire usage de RSA-CTF-Tool afin de retrouver la clé privée associée à celle-ci. Pour ce faire, nous allons simplement faire usage de RSA-CTF-Tool suivi de la clé publique récupérée et de l'option --private. Après quelques minutes de calcul, le script devrait nous obtenir la clé privée de l'utilisateur root. Nous allons donc copier celle-ci et la placer dans un fichier. Une fois notre fichier sauvegardé, on n'oublie pas d'attribuer les bons droits au fichier root.priv. Une fois l'opération effectuée, nous devrions être en mesure de nous connecter en tant que root sur la machine. Avec des privilèges élevés sur le système distant, nous sommes maintenant en mesure de lire le flag root. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir écouté, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne.